Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Isaac Newton. Newton est un scientifique anglais né en 1642. C'est une figure incontournable de la science moderne. On lui doit entre autres la fondation de la mécanique classique, ainsi que la théorie de la gravitation universelle. Ses travaux portent sur tous les domaines de la science, aussi bien la physique que l'astronomie ou les mathématiques. Mais ce qu'on ignore, ou en tout cas ce que le grand public sait beaucoup moins, c'est que Newton n'était pas seulement versé dans les sciences. Il vouait également un immense intérêt à la théologie, mais aussi, et j'oserais dire de manière encore plus surprenante, à l'alchimie. L'alchimie, cette discipline occulte qui fait la matière de nombreux récits légendaires ou fantastiques, dans lesquels se mêlent magie, mystère et sorcellerie. L'alchimie, dont l'objectif déclaré est la création de la fameuse pierre philosophale, une pierre supposément capable de transformer le plomb en or, de guérir toutes les maladies et de prolonger indéfiniment la vie humaine. Et ce qui mérite d'être souligné, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement croire, cet intérêt de Newton pour l'alchimie ne relevait pas simplement du loisir récréatif. Ce n'était pas seulement une manière de s'aérer les neurones après une séance d'équations un peu trop intensive. Pour le dire clairement, Newton croyait dans l'alchimie, il croyait dans la possibilité de réaliser la pierre philosophale, à une époque où on considérait déjà largement l'alchimie comme une fumisterie. Les sciences expérimentales étaient déjà bien installées, la raison scientifique s'était imposée face aux superstitions, et la prétention à transformer le plomb en or, ou à accéder à l'immortalité, ne pouvait évidemment être perçue que comme une tentative d'exploiter la crédulité des plus naïfs. Or, pour Newton, l'alchimie n'était pas une fumisterie. Elle était bel et bien une réalité. Il l'étudia pendant plus de 30 ans, il l'expérimenta dans son laboratoire, équipé de son fourneau, et on ne peut qu'être surpris lorsqu'on apprend que sur la totalité des écrits de Newton, moins de 30% portent sur les sciences, le reste étant consacré à la théologie et à l'alchimie. Alors évidemment, rétrospectivement, tout ça est un peu gênant. C'est un peu gênant parce que la question qu'on se pose, c'est comment un tel génie de la science, un esprit rationnel et rigoureux, dont le travail s'appuie sur des calculs et des démonstrations, a-t-il pu donner du crédit à une discipline qui a moins les apparences de la science que celle de la science-fiction? Y a-t-il quelque chose qui a échappé à Newton? Un penchant à l'irrationnel qui l'a conduit à croire à la réalité de l'alchimie? Ou bien est-ce à nous que quelque chose a échappé? Quelque chose que nous préférons ranger dans la boîte des balivernes et des pseudosciences, parce que cela ne cadre pas avec notre représentation de la rationalité, plutôt que de creuser la question et de tout simplement chercher à comprendre. En d'autres termes, la question qui va constituer le fil conducteur de notre réflexion, c'est: qu'y a-t-il dans l'alchimie que Newton a jugé suffisamment digne d'intérêt pour en faire l'un de ses objets de recherche? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, j'ai fait appel à quelqu'un qui a étudié le sujet en profondeur et avec qui nous allons tenter de percer ce qu'il n'est pas excessif de nommer le mystère Newton. Frédéric Mathieu est doctorant en philosophie, spécialiste de philosophie des sciences. Il est l'auteur d'une douzaine de livres, parmi lesquels l'Annuaire de philosophie des sciences, Kant et la subjectivité, ou encore Platon, un regard sur l'Égypte.
Frédéric sera donc mon partenaire de réflexion sur la question de l'alchimie chez Newton. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je t'ai présenté rapidement, est-ce que tu pourrais compléter cette présentation en nous expliquant ce qui t'a amené à t'intéresser à Newton, et en particulier à Newton l'alchimiste? Alors la réponse n'est pas évidente dans la mesure où s'intéresser à Newton lorsqu'on fait de la philosophie ne coule pas de source. Il faut savoir que à l'époque de Newton, ceux que nous nommons les scientifiques s'intitulaient eux-mêmes les philosophes de la nature. Donc Newton est un philosophe de la nature. Par extension, Newton est un philosophe, au même titre que Platon, Socrate, qui étaient à la fois des philosophes, des physiciens, des moralistes. Ces distinctions n'avaient pas encore cours à l'époque, donc il n'est pas aberrant de s'intéresser à un philosophe lorsque soi-même on est philosophe. Ensuite, pourquoi Newton? Alors, je me suis approché de la philosophie plus par défaut que par réel choix, parce que je pensais que la philosophie me permettrait de faire des synthèses entre différentes branches de la connaissance. Je pensais que la philosophie avait cette qualité, en fait, de se pencher par-dessus les disciplines et de tirer des généralités dont on pourra tirer, dans un ordre supérieur, des enseignements pour une vie, pour l'existence, etc. Ça n'a pas tout à fait été ce que j'ai vécu lorsque j'ai fait mes premières études de philosophie. Néanmoins, j'ai appris beaucoup de choses, à commencer par des choses sur les origines de la philosophie, et qui dit origine de la philosophie dit Platon. C'est-à-dire que pour nous, de culture et d'éducation occidentale, au XXIe siècle, nous pensons que Platon est le commencement de la philosophie. Ce n'est pas tout à fait exact. Platon n'était pas un initiateur, mais plus un passeur de traditions plus anciennes, et pas seulement de traditions présocratiques. Platon a passé notamment des traditions orphiques et pythagoriciennes, c'est-à-dire des cultes à mystère, des cultes initiatiques, qui n'étaient pas des cultes de la religion officielle, mais d'une religion nocturne, qui se passait en parallèle de la religion officielle. C'était intéressant de voir que Platon a aussi séjourné 3 ans à Héliopolis d'Égypte, et en a retiré un certain nombre d'enseignements sur les doctrines égyptiennes qui ont rapport avec l'art, avec la théorie des idées, avec le philosophe roi, et tout ceci forme ce qu'on appelle le commencement de la philosophie, qui en réalité n'est pas le commencement de la philosophie, mais la transmission de quelque chose d'autre, la réinterprétation de quelque chose d'autre. Platon n'est pas une origine, c'est une étape. Et j'ai retrouvé exactement le phénomène avec Newton. C'est-à-dire que Newton, au cœur de la révolution scientifique qu'on dit être l'architecte de la science moderne, n'est pas l'inventeur de quelque chose, mais le continuateur d'une tradition. En tout cas, lui se vivait comme ça. Newton ne pensait pas être celui qui allait apporter une connaissance inédite à l'humanité, mais quelqu'un qui allait redécouvrir et retrouver une sagesse que les anciens avaient et que les modernes avaient perdue, tout simplement. C'est ça qu'on peut appeler la révolution newtonienne en fait, au sens propre du terme. C'est un retour aux sources, c'est un retour aux anciens. Cette vision de Newton, c'est pas la vision qu'on a forcément, mais c'est celle qui m'a intéressé. Donc je me suis rapproché des textes de Newton, et quand je parle des textes de Newton, je parle pas seulement de ses œuvres publiées, je parle aussi de ses manuscrits inédits, donc ses manuscrits alchimiques et théologiques, qu'on ne connaît que depuis 1936. C'est-à-dire ce n'est que depuis 1936 que nous savons par des traces écrites que Newton s'intéressait à l'alchimie et à la théologie, qu'il en faisait la majeure partie de son travail. On le sait parce que à cette époque a été mis aux enchères une malle qui renfermait ces manuscrits. Notamment l'économiste Keynes, qui après qu'ils ont été dispersés, a essayé d'en racheter un certain nombre qu'il a légué à Cambridge, dans les fonds Cambridge, et ce sont ces manuscrits qui sont pour la plupart édités sur Internet, auxquels je m'intéresse dans mon travail, pour justement voir quel est le lien entre les travaux scientifiques de Newton et ses travaux alchimiques. Dans quelle mesure ils ont pu être une inspiration, une source, etc. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu pourrais, pour les spectateurs, les auditeurs qui n'auraient absolument aucune connaissance en la matière, nous expliquer ce qu'est l'alchimie et quand l'alchimie est apparue? Alors qu'est-ce que l'alchimie? Difficile de répondre sans faire des simplifications un peu coupables. Il n'y a pas réellement d'unité de la doctrine. L'historien ne peut pas abonder dans ce sens réellement. En revanche, il y a des dénominateurs communs. C'est-à-dire qu'on a des critères, on peut avoir certains éléments qu'on va retrouver chez les différents alchimistes depuis l'époque de Zosime jusqu'à Newton. Ces éléments, ils sont théoriques, ils ont trait au caractère pratique de l'alchimie et enfin à la dimension philosophique ou on dira philosophale de l'alchimie. Donc je vais m'expliquer. L'élément théorique,
qui peut définir l'alchimie, c'est un certain nombre de dogmes, on va dire plutôt de postulats qui sont partagés par les alchimistes. Le premier, c'est le plus connu, c'est la transmutabilité de la matière. Transmutabilité, simplement pour que tout le monde comprenne bien, un pouvoir de transformer la matière, c'est-à-dire de la modifier chimiquement. Oui, même si le terme chimique est un peu anachronique, on pourrait dire ça. C'est-à-dire, on va transformer la substance, la nature de la matière. Très bien. Voilà, on va passer du plomb à l'or, on va passer d'un élément à un autre élément. Faire attention au terme d'élément aussi, qui a plusieurs définitions. Bref, voilà donc la transmutabilité de la matière. Corrélé à ce premier postulat, il y a l'idée de matière universelle, parce que si la matière peut se transmuter, peut se changer en un autre type de matière, c'est bien qu'il y a une unité foncière de la matière, une unité substantielle, et que ce sont les accidents, pour parler comme Aristote, qui vont varier. Mais en réalité, tout peut se changer en tout. Et le troisième élément théorique commun, ou doctrinaire commun, ce serait ce que Descola appelle l'analogisme, c'est-à-dire une certaine vision de la nature qui fait que des enseignements que l'on peut tirer d'un certain règne, comme le règne animal, vaudront pour le règne minéral. Exemple, on pourra dire que les métaux ont une sexualité, le soufre est principe mâle, actif, le mercure est principe femelle. On pourra dire qu'il y a des dévorations dans le règne minéral, qu'il y a des croissances, des dépérissements, qu'il y a des ensemencements. D'ailleurs, le terme de semence est employé dans le registre métallique, qu'il y a une végétation des minéraux dans les entrailles de la Terre, donc il y a même une embryologie chtonienne, c'est-à-dire qu'un embryon métallique se forme au cœur des mines, chtonienne, chtonos, donc le sous-sol, les tréfonds, et tout ceci forme une certaine vision de la nature où finalement des phénomènes que l'on va observer non seulement dans certains règnes vaudront dans d'autres règnes, mais non seulement dans certaines échelles vaudront pour des échelles supérieures. Donc ça nous ramène au thème hermétique de l'analogie entre le microcosme et le macrocosme. Le reflet du microcosme et du microcosme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dit l'adage hermétique. Donc on a une vision du monde qui est une vision analogique à base de correspondance entre les différents domaines de réalité, on pourrait dire, en l'occurrence la matière et le vivant. On aurait une unité de la matière, une unité du vivant, et le vivant se retrouverait dans la matière. La matière est vivante. La matière est vivante, il faut s'entendre sur cette question. La matière n'est pas vivante d'elle-même. Le souci de Newton, un des soucis de Newton, c'était de montrer justement que Dieu était indispensable à la création et que sans Dieu, nulle matière ne pourrait vivre. Donc Dieu interagit avec la matière à travers une interface qui est l'espace, on y viendra peut-être, pour lui donner son animation. Donc Dieu reste indispensable à la création, on ne peut pas dire que la matière est vivante, mais c'est comme si elle l'était. Ces trois éléments, ce sont les éléments théoriques de la définition de l'alchimie. Il y a aussi, pour définir l'alchimie, son caractère pratique, c'est-à-dire que je ne conçois pas que l'alchimie soit uniquement de la spéculation. Pour moi, pour désigner quelque chose comme étant de l'alchimie, il faut que ça ait des implications pratiques, c'est-à-dire il faut qu'on travaille la matière, il faut que ce soit assorti d'un labeur, il faut qu'il y ait des opérations chimiques en laboratoire. Donc ce caractère pratique est important et il va s'illustrer dans l'alchimie chrétienne occidentale par notamment deux quêtes qui sont celles de la pierre philosophale et celle de l'élixir. Donc la pierre philosophale qui est un catalyseur qui permet de transmuter des métaux. Qu'est-ce que ça veut dire transmuter des métaux? En réalité, ça veut dire prendre un métal qui est imparfait, qui est immature ou malade, et l'amener, accélérer sa croissance, son guérissement, son mûrissement, son perfectionnement. Donc l'alchimiste va imiter la nature, mais en accélérer, pour conduire la création de son état malade, malingre et immature vers son état de perfection. On reviendra peut-être sur cette question. Et l'élixir, en fait, qui a exactement la même fonction, mais sur les corps humains. C'est-à-dire, il soigne pas les métaux, il soigne les maladies, il soigne les hommes. Donc ça, c'était pour le caractère pratique, qui est le deuxième élément de ma définition de l'alchimie. Il y a un troisième élément qui est peut-être le plus intéressant, qui est son caractère philosophal. Parce que si l'alchimiste cherche à soigner, à régénérer la matière, à purifier la matière, à la perfectionner, c'est qu'il vit dans un monde qui est imparfait. Il vit dans un monde qui est déchu. Lorsqu'on parle d'alchimie chrétienne,
on n'accole pas ces deux mots au hasard. C'est parce que le mythe originaire de l'alchimie chrétienne, c'est bien celui de la chute, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est imparfait, et la mission de l'alchimiste sera analogue à celle du Christ qui a purifié les âmes du péché originel, ce sera de purifier la matière. Voilà, donc en cette volonté de régénérer le monde, de purifier la matière et finalement de restaurer cet état de grâce d'avant la chute, consiste le troisième élément pour moi définitoire de ce qu'est l'alchimie. Alors évidemment, il faut préciser que restaurer la perfection de la matière dans le contexte chrétien a pour équivalent dans l'alchimie gréco-alexandrine revenir à l'âge d'or, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des mythes qui sont assez similaires, assez analogues de ce point de vue. C'est pour ça que je me permets de faire de l'alchimie une sorte de réaction à cette conscience de la perte d'un état parfait, finalement. Une espèce de nostalgie. Une réaction pratique à une nostalgie des origines. Bon. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je ne sais pas si on va pouvoir revenir sur toutes, mais on va essayer. Il y a une question qui m'est venue quand tu nous expliquais l'arrière-plan philosophique de l'alchimie, et notamment cette question de la transmutabilité de la matière. Tu as un petit peu décrit le travail de l'alchimiste, qui est d'accélérer le processus d'évolution naturelle des métaux. Et quand j'entends ça, j'ai beau savoir que l'alchimie est reléguée au rang des fadaises scientifiques, sur le papier, en quoi c'est problématique? En quoi l'idée de faire évoluer un métal serait-elle une hérésie scientifique? À l'époque de Newton, la plupart des savants, on peut même dire que la totalité des savants étaient acquises à l'idée de transmutation, de transmutabilité de la matière, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui empêchait cette possibilité. La question qui se posait était de savoir si les alchimistes étaient en capacité d'y parvenir ou pas. Donc il y avait quand même un regard critique sur certains récits de transmutation où on se demandait si ce n'était pas de la supercherie, et d'ailleurs il y a des supercheries qui ont été révélées. Est-ce qu'il est en le pouvoir de l'homme de faire ce que fait la nature? C'était la question. Donc il y avait possibilité théorique de la transmutation, mais c'était la possibilité pratique de la transmutation qui était laissée dans le doute. En revanche, un peu après Newton, arrive Lavoisier, qui lui va révolutionner la chimie, enfin le domaine de la chimie avec un Y, puisqu'il n'y a pas de différence entre la chimie et l'alchimie à l'époque de Newton, et qui va proposer une nouvelle nomenclature des éléments chimiques. Donc il va poser qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont irréductibles et qui ne peuvent pas, de fait, se transmuter les uns dans les autres. Donc lorsque Lavoisier fait sa révolution chimique, en réalité, il sonne le glas de l'alchimie, puisqu'il n'y a plus de transmutabilité de la matière, il n'y a plus de matière universelle. Et c'est à ce moment-là, puisque l'alchimie commençait d'être reléguée hors du champ scientifique, qu'on a mis en branle des tentatives de sauvetage de l'alchimie. Et comment on a fait ça? En la transférant dans le domaine spirituel. Donc on a commencé à dire qu'en réalité les adeptes ne parlaient pas de la matière, qu'ils employaient des métaphores quand ils parlaient de transmutation du plomb en or. Que la réalité de la transmutation, elle était intérieure, par exemple, que c'était l'âme qui devait s'illuminer, que c'était l'âme qui devait maturer et se rendre parfaite. Alors pour embrayer là-dessus, est-ce qu'on pourrait donner un aperçu de ce que Newton a dit dans les sciences et qui pourrait avoir une origine dans l'alchimie? Il y a, je pense, un continuum entre les travaux alchimiques et les travaux scientifiques de Newton. Je pense qu'il y a un certain nombre de notions qui ont germé dans l'alchimie de Newton, celles que consultait Newton, celles que pratiquait Newton, qu'il a ensuite transposées, développées et employées dans ses travaux scientifiques qu'on connaît, donc principalement les Principia, quoi. Je donnerai un premier exemple avec la considération de la nature comme être vivant. Donc ça parle pas forcément lorsqu'on connaît les Principia, mais dans le traité sur la végétation, il compare la terre à un gros animal qui respire et qui exhale une certaine matière qui est de l'éther et qui respire un air actif. Et cette vision de la nature non pas comme horloge mais comme gros animal ou comme végétable, donc on utilise le terme de végétable avec un sens beaucoup plus large que celui de la végétation, en fait c'est tout ce qui est doué de vie, et quelque chose qu'on retrouve aussi dans les Principia, dans l'optique et dans d'autres traités si on fait attention.
Donc le monde n'est pas animé par une seule force mécanique, il n'y a pas que des mouvements par choc de particules, il y a aussi une vie qui organise la matière et qui s'explique par des esprits actifs qui chez Newton vont devenir des principes actifs qui deviendront des forces d'attraction. La force gravitationnelle entre les corps massifs, et pas dans les corps massifs, c'est pas les corps qui exercent cette force, oui. C'est entre les corps. C'est l'interaction entre les corps. Ouais. Et la force de cohésion entre les petites particules, ce qu'il appelle les attractions à courte portée, ou la fermentation, qui est le troisième lieu où les principes actifs s'exercent. Je me permets de te poser une question avant que tu aies terminé ton développement. Est-ce qu'on aurait tort de voir dans la théorie de la gravitation une manière d'établir une correspondance entre les phénomènes célestes et les phénomènes terrestres? C'est-à-dire que la théorie de la gravitation permet aussi bien d'expliquer l'orbite des planètes que le fait qu'une pomme nous tombe sur le coin du nez. Est-ce que selon toi, d'après tes recherches, Newton était dans cette démarche d'unification des deux mondes? Oui, alors c'est une question qui va m'amener à parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui du rôle qu'a joué l'hermétisme dans la révolution scientifique. Pour ça, il faut repartir de l'état de la physique avant la révolution scientifique. Elle était largement appuyée sur Aristote et sur Ptolémée pour l'astronomie. On était dans un monde qui était séparé en deux au niveau de la Lune, un monde sublunaire qui était un monde en proie aux contingences finalement, où il n'y avait pas vraiment de mathématisation possible parce qu'on était dans l'imparfait, on était dans l'humain, et une sphère supracéleste où n'existaient que des mouvements circulaires parfaits. Les planètes étaient supposément parfaites et leurs orbites également circulaires. Toute la révolution scientifique a consisté à résorber cette fracture entre les deux mondes. Donc en montrant non seulement, et ça a été Galilée par exemple, qu'il y avait des taches aussi dans le ciel, que d'autres astres pouvaient être des centres, que le ciel n'était pas parfait, qu'il n'y avait pas que des mouvements circulaires. Kepler a montré que les orbites des planètes de Mars, à commencer par celle de Mars, étaient elliptiques, qu'il n'y avait pas de sphère cristalline qui entraînait les orbes comme on le pensait à l'époque, puisque les comètes pouvaient traverser les dites orbes, et a montré que le monde d'en bas était aussi mathématisable. Voilà, donc il y a eu un échange en fait entre le haut et le bas. Et les principaux artisans de ces révolutions ont été Copernic avec l'héliocentrisme, et au nom de quoi est-ce qu'il a proposé l'héliocentrisme? Au nom de la révélation d'Hermès Trismégiste. C'est-à-dire que Copernic avait lu Ficin a traduit Hermès Trismégiste à la demande de Côme de Médicis, avant même de traduire Platon. C'est pour ça que l'hermétisme est souvent associé au platonisme, c'est parce qu'ils ont été traduits et redécouverts ensemble, disons. Dans l'hermétisme qu'a traduit Ficin, le corpus trismégiste, le pimandre, le soleil est au centre de l'univers et on a une religion solaire. Et donc Copernic a valorisé l'héliocentrisme au nom de cette religion solaire. Et il le dit vraiment. Bruno est allé plus loin, il le faisait également. Il pensait être un prophète de l'antique religion, de la Prisca Sapientia, comme Newton plus tard, en disant, valorisant l'héliocentrisme et d'autres choses. Il pensait que Copernic n'était pas allé assez loin, en fait, dans sa reprise de l'hermétisme. L'idée que la pomme tombe comme la lune, qui est un peu le symbole qu'on peut tirer des travaux newtoniens, c'est simplement une expression de l'adage hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que l'hermétisme, lui, s'opposait totalement à l'idée d'une physique divisée en deux sphères. L'hermétisme pensait le monde dans l'unité du haut et du bas. Voilà, et tous ces auteurs-là connaissaient évidemment l'hermétisme, le platonisme, et à mon avis ce sont les deux forces majeures qui ont collaboré dans la révolution scientifique, et dont on commence vraiment à découvrir l'impact que ces 50 dernières années. On connaît surtout Newton pour sa conception de l'univers, sa conception de l'espace, mais est-ce que tu pourrais aussi nous parler de sa conception du temps? Oui, alors c'est intéressant la vision du temps que développe Newton. Déjà, il a un rapport au passé qui est particulier, mais qui était le rapport que les anciens eux-mêmes avaient déjà au passé, ne serait-ce que par rapport aux Égyptiens. On voit que dans la Grèce antique, tout vient d'Orient. Il y a une sorte de mystique de l'Orient parce que c'est
là d'où vient la lumière, donc les origines du monde, les civilisations les plus anciennes, et Newton avait ce rapport aux anciens, donc il pensait ne faire que redécouvrir, comme s'il y avait une certaine boucle de la connaissance qui se renouvelait. Donc ça, c'est un témoignage de son inscription dans une temporalité cyclique, mais qui est cyclique à différents niveaux. C'est la temporalité cyclique de l'alchimie, qui est exprimée par la circulation de la matière, qui va prendre les différents aspects pour revenir à son état originaire. C'est ce qui est symbolisé par l'Ouroboros, par exemple, qui s'inspire des rythmes biologiques, des rythmes saisonniers. Chez Newton, et on voit ça dans les Principia, il y a aussi une circulation d'une entité qu'on appelle l'éther, qui n'est pas l'éther cartésien omniprésent, mais qui est un éther qui va s'exhaler des comètes, du soleil, des astres, et qui va être attiré par la gravité jusqu'à la Terre, qui va se concrétiser, et qui va renouveler la matière terrestre, et qui va disséminer des semences et des principes actifs qui vont activer la matière, et la Terre elle-même, comme on l'a dit tout à l'heure, va exhaler cet éther, qui va revenir vers le soleil, vers les astres, et donc il y a une circulation perpétuelle dans le système du monde, selon une vision organiciste, on pourrait presque dire. Il y a aussi cette idée que les comètes ont certes un cycle régulier, elles font un certain tour, enfin un certain nombre de fois le tour du système solaire avant de revenir, mais Dieu décide du moment où il va les précipiter dans le soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la régularité de certains phénomènes et le fait que ces phénomènes dépendent de la volonté de Dieu. Ce n'est pas contradictoire. Les lois de la nature peuvent être une dépendance de Dieu. Donc Dieu les précipite dans le soleil. Pour nourrir le soleil se ravive, la chaleur est telle que toute vie sur Terre disparaît, l'eau s'évapore, la comète ressort du soleil, et dans sa traînée, elle va dispenser un peu de cet éther, et puis notamment des éléments tels que l'eau, et les principes actifs, donc des semences, véritablement, et la vie va reprendre sur Terre, et ceci se produit un certain nombre de fois. Donc il y a aussi une vision cosmologique cyclique chez Newton, qui est très intéressante à étudier, et qui pose un problème qui est celui de la compatibilité avec le temps linéaire chrétien. Si on se situe dans une vision chrétienne, on est dans une histoire événementielle, c'est-à-dire qu'il y a une chute, il y a une incarnation, il y a une résurrection, il y a une fin des temps, une apocalypse et un règne millénaire de Dieu. Et l'histoire prend sens par rapport aux événements qui s'y produisent, qui sont comme des signes et des manifestations de Dieu. Ce qui n'était pas le cas dans les civilisations anciennes, où là on est sous le paradigme de l'éternel retour. Donc il y a une réalité divine, originaire, et tout ce qui se produit n'est que la répétition et n'a de sens que en tant que c'est la répétition de ces mythes primitifs. Donc c'est ce que développe notamment Eliade. Newton est plus à rattacher à cette mentalité-là. Donc à cette idée qu'on est dans le renouvellement, dans le cycle, et dans le temps circulaire. Cette vision-là était celle notamment qu'avait le Midrash, donc dans certains développements de l'exégèse juive, on a cette idée que le commencement est un commencement et qu'il y en a eu d'autres, et que Dieu a fait des créations, l'a redétruite et a recréé et recréera par ailleurs. Donc c'est très très intéressant d'étudier ce rapport au temps qu'avait Newton. Newton avait une vision de la religion très hétérodoxe, et qui aurait été très mal vue à son époque. Il a réussi à passer entre les mailles du filet et à ne pas faire de carrière ecclésiastique. Il en a été sauvé. Il a beaucoup écrit sur la chronologie des anciens royaumes, avec cette idée que, à l'origine, donc, était cette révélation première, connue d'Hermès Trismégiste et de Moïse, qui a enseigné aux Égyptiens, et qu'on devait retrouver cette religion par épuration. Le terme de la purification et de l'épuration est très important chez Newton, aussi bien dans ses travaux scientifiques, alchimiques que théologiques, et qu'il fallait donc renouer avec cette religion de Noé. Et est-ce que ça, on peut le rattacher directement à l'alchimie, cette idée de cycle, cette idée de répétition? En quoi est-ce que cette vision du temps et des cycles peut résonner avec l'alchimie? Elle résonne par rapport à la circulation de la matière, elle résonne par rapport à la vision alchimique du monde, puisque les alchimiques pensent le monde sous le paradigme de la cornue, c'est-à-dire que dans le monde, il y a des évaporations, puis il y a des précipitations, et il y a une circulation entre le fixe et le volatile, le volatile et le fixe, et il y a un esprit qui descend dans la matière, qui remonte vers le ciel, qui se charge en vertu, etc. Donc là, il y aurait une autre instantiation totalement alchimique pour le coup, de cette compréhension des cycles de la nature.
il y a deux manières de penser le rapport à la nature, le rapport entre la nature et Dieu, en tout cas à l'époque de Newton, donc celle du temple, qui est plutôt une modalité ancienne de penser ce rapport, et la modalité du livre, c'est-à-dire que Dieu a écrit 2 livres, c'est Paracelse qui le dit, les Écritures et le livre de la nature. Donc il s'agit de déchiffrer l'un et l'autre, et en déchiffrant le livre de la nature, on se rapproche de la connaissance de Dieu, évidemment. Par contre, chez les alchimistes, ce qu'il y a d'intéressant, et j'avance ça comme ça, c'est que le rapport à la nature peut être un rapport sublimé, voire un rapport érotique. Donc, ce n'est pas seulement, comme le dit Bachelard, que les alchimistes font des projections libidinales sur leur objet. Bachelard prétend que plus on passe de temps à étudier quelque chose, plus il y a de chances qu'on y fasse des projections libidinales. Quand on fait une thèse, on porte un psy, par exemple. C'est plus élaboré que ça. C'est un rapport courtois que l'alchimiste voit à la nature. Alors courtois, ça veut pas dire qu'on dit bonjour, excusez-moi. Le rapport courtois, c'est un rapport d'amour courtois entre un chevalier et sa dame, c'est-à-dire entre un serviteur et une déesse sublimée. L'alchimiste s'éprend de la nature, de la vierge alchimie, qui est sa dame inaccessible, qui lui adresse son mystère et qu'il ne peut jamais totalement dévoiler. Mais tout le désir de l'alchimiste, et c'est exprimé dans les textes même, est de découvrir ses voiles, c'est-à-dire de pénétrer ses secrets. Il y a tout un lexique, en fait, de l'amour de la cour, de la fréquentation, puisque la fréquentation est nécessaire, qui caractérise, à mon avis, le rapport qu'a l'alchimiste à la nature, et qui est un rapport très différent de celui qu'aura le scientifique moderne à la nature. À partir de Bacon, même si Bacon est une transition, la nature sera mise à la question, c'est-à-dire qu'on va vraiment expérimenter, on va la segmenter, et la connaissance se fera par découpage, que ce soit le découpage des atomes, de l'anatomie, etc. C'est-à-dire qu'on ne cherchera plus à lui faire la cour, on va lui rentrer dedans, pour le coup. Et ça exprime une vision technicienne où la nature n'est plus un être vivant, la nature n'est plus animée, et à partir de là, on peut l'exploiter véritablement. Et à mon avis, on rentre dans un autre paradigme civilisationnel à partir de là. Pour moi, le rapport de l'alchimiste à la nature est un rapport à la fois érotique et un rapport mystique. Alors, je vais peut-être prolonger un tout petit peu la question en te demandant si le rapport qu'entretient l'alchimiste avec la nature n'est pas un rapport dans lequel il doit faire en sorte que la nature accepte de dévoiler ses secrets. Ce que je veux dire par là, c'est que le scientifique qui cherche à perforer la nature, il le fait sans son consentement. Et il le fait de manière parfois très brutale. Est-ce que l'alchimiste ne chercherait pas le consentement de la nature, qu'elle lui dévoile ses secrets, qu'il s'en montre digne, et qu'en retour, il s'engage à ne pas répandre les secrets de la nature, et notamment auprès d'hommes qui ne l'auront pas forcément mérité? Ce qu'on peut dire, c'est que la nature ne se dévoile jamais tout à fait. Elle en garde en réserve, et c'est ce qui fait que l'alchimiste continue de la poursuivre, et que cette quête n'en finit jamais finalement. C'est-à-dire, c'est un désir qui se nourrit du refus, de l'absence. C'est un teasing perpétuel. Le secret alchimique peut avoir plusieurs fonctions. Il peut avoir une fonction ordalique, c'est-à-dire qu'il va discriminer entre ceux qui méritent d'avoir accès aux arcanes de l'art et ceux qui ne le méritent pas, ceux qui ont un cœur impur, ceux qui veulent s'enrichir, par exemple, ceux qui ont des mauvaises pensées ou qui ne sont pas suffisamment pieux. Cette sélection va s'opérer à travers le décryptage des textes, puisque si on n'est pas suffisamment humble et persévérant, on n'arrivera pas à décrypter un texte alchimique. C'est un labeur, c'est une ascèse, il faut vraiment s'y mettre. Elle peut avoir une fonction initiatique pour l'aspirant, c'est-à-dire qu'elle va en quelque sorte mettre à mort sa raison, un peu comme Platon réduisait les prétendants à la philosophie à l'aporie pour ensuite, ou pas, leur faire grâce d'une révélation, généralement une révélation orphique, un rêve ou une hypothèse, ou quelque chose qui renoue avec les sagesses anciennes de l'Orient, souvent chez Platon, ou les sagesses orphico-pythagoriciennes. Alors, et la troisième fonction n'est pas réellement une fonction du secret alchimique, mais elle oblige à en fait repenser l'utilisation du langage alchimique, c'est-à-dire que c'est le langage qui contient le secret dans la mesure où c'est lui qui est voilé, et qu'il faut passer à travers le langage et au-delà du langage pour entendre les termes, les véritables correspondants chimiques des termes alchimiques, s'il en est.
Elle oblige à repenser ce rapport au langage dans la mesure où le langage de l'alchimie pourrait être le langage de la nature. C'est un langage fait de métamorphoses en réalité. La nature est dynamique, elle n'en reste jamais au même endroit et elle peut être plusieurs choses à la fois. Donc c'est un langage alchimique au sens propre du terme. Donc il ne s'agirait pas de crypter les textes, mais simplement d'imiter la nature jusque dans son langage. Moi, il y a une question que j'aimerais te poser, Frédéric, c'est qu'est-ce que Newton recherchait dans l'alchimie? Alors, deux choses, je dirais. La première, c'est à combattre l'athéisme menaçant, et notamment l'athéisme colporté par le système de la nature de Descartes. Puisque selon Newton, Descartes exclut Dieu de sa création, puisque le monde conserve perpétuellement la même quantité de mouvements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux mouvements qui sont produits, il n'y a pas non plus de dépertissant de mouvements, qui impliquerait que Dieu intervienne pour en rajouter. Il n'y a pas de place pour Dieu dans le système de la nature de Descartes, selon Newton. C'est pas tout à fait vrai, puisque Descartes soutient une théorie de la création continuée. Il dit que conserver, c'est créer le monde, et que Dieu conserve et donc crée le monde à chaque instant. Et donc il a cherché dans l'alchimie un moyen de réintroduire Dieu dans le système de la nature. Et il l'a trouvé à travers les esprits actifs, qui sont les principes actifs, qui sont les forces. Il a cherché un moyen de réinjecter Dieu dans le système de la nature et de montrer que sans Dieu, la nature n'était pas viable, n'était pas possible. Et là-dessus, il est assez ironique que celui qui a prétendu avoir porté le système newtonien à son acmé, à son pinacle, c'était Laplace. Laplace qui, selon la fameuse anecdote, à Napoléon qui lui demandait quelle place il laissait à Dieu dans son système du monde, répondait qu'il n'avait pas besoin de cette hypothèse. Laplace a prétendu extrapoler, faire culminer, parfaire la mécanique de Newton, alors qu'il n'a fait que l'enterrer, et c'est une trahison terrible. Et la deuxième chose que Newton recherchait selon moi dans l'alchimie, et c'est une hypothèse un peu plus personnelle que je demande à personne de partager, c'est un sentiment de catharsis. Donc je pense qu'à travers la purification des métaux, Newton pratiquait une forme d'ascèse ou d'exégèse protestante, parce qu'il est né, a grandi dans un milieu protestant, qu'il était très religieux. Il n'a jamais eu de contact rapproché avec les femmes. Il était extrêmement sévère pour tout ce qui concernait le relâchement des mœurs. Je pense que Newton était un névrosé obsessionnel, mais à un stade caractéristique, et que c'est ce qui lui a permis de faire ce qu'il a fait, parce qu'il a tenu son esprit incessamment occupé. Alors incessamment occupé aussi pour ne pas penser à la chair, et ça il le dit. Et il s'est inspiré d'ailleurs de ce qu'il a lu dans les moines ascètes qui parlaient justement des obsessions de la luxure, des obsessions charnelles. Je pense que Newton fuyait ceci. Je n'irai pas plus loin dans le pourquoi. Et la purification était donc quelque chose de déterminant dans sa pensée. Aussi bien dans sa pensée religieuse, puisqu'il s'agit d'épurer la religion pour la ramener à sa pureté primitive, à sa pureté pristine, d'épurer aussi les textes alchimiques, parce qu'il va tenter de les traduire dans un langage chimique opératoire, et donc là il y a une énorme épuration qui doit être faite par rapport au langage, et purification alchimique évidemment de la matière, des métaux et de lui-même par projection. Pour terminer cet entretien, Frédéric, je te proposerai une dernière question. Est-ce que tu penses que ce qu'on a dit aujourd'hui sur Newton serait plutôt de nature à jeter une forme de discrédit sur sa pensée scientifique, ou au contraire, est-ce que ce serait de nature à nous faire prendre au sérieux ce qu'il a pu écrire sur l'alchimie? Alors, je vais pas donner une réponse qui ne serait qu'un simple sentiment, mais je vais peut-être me baser sur un modèle du changement scientifique, qui est celui de Kuhn, avec cette idée que la science avance par révolution, et qu'il y a toujours un moment où le paradigme dominant est en faux, est pris en faux, et où il faut avancer quand même. Et là, les inspirations doivent pouvoir venir de partout. Le problème n'est pas d'aller chercher des inspirations dans la religion, dans l'alchimie, dans le tantrisme ou par ailleurs. Le problème, c'est d'ensuite développer des programmes de recherche qui vont permettre de vérifier ces inspirations, de voir si elles apportent quelque chose, si elles permettent de nouvelles découvertes, si elles sont utilisables, si elles sont de bonnes pistes. Donc fondamentalement, il faut toujours laisser leur chance à des idées novatrices, quelle que soit l'origine de ces idées. Les grandes inventions de l'humanité partent souvent d'idées assez fantasques.
il y a des inspirations qui peuvent venir de partout et qui peuvent être intéressantes, simplement on ne peut pas savoir avant. L'écueil serait de juger une chose avant de l'avoir connue à fond. Et ça peut évidemment s'appliquer comme un axiome philosophique de vie. C'est-à-dire ne pas condamner quelque chose avant de l'avoir exploré, avant d'avoir vu quelles étaient les conséquences et les finalités, et puis surtout embrasser la pensée qui va nous apporter le plus de stimulation, qui donnera le plus de goût à la vie, qui rendra les choses les plus intéressantes. Donc l'alchimie, un bon stimulant de la pensée scientifique. Absolument. Les concepts alchimiques, on l'a vu à travers Newton, ont permis de développer un système du monde qui a fonctionné jusqu'à Einstein, et qu'on continue d'utiliser par ailleurs. Alors évidemment sans rappeler les racines alchimiques. Merci Frédéric.